Bonjour à tous, bienvenue au Café Génépi qui nous accueille aujourd'hui pour la présentation et la signature du livre de Blaise Agresti. Alors merci à Martin de nous accueillir au sein du Café Génépi, merci beaucoup. C'est un très bel endroit à Chamonix. Alors aujourd'hui, nous sommes présents pour parler de ton livre Blaise, mais pas que, parce que beaucoup de gens te connaissent ici, mais peut-être pas complètement. Donc, Ah ouais. on va te poser des questions un peu. Voilà. Oula. Donc, Blaise, tu as, on le sait, un parcours d'officier, Saint-Cyr, et puis ensuite tu as dirigé le PGHM de Chamonix, le CLIJAG, et ensuite tu as été en entreprise. On va en parler tout au long de cette interview parce que c'est ce qui t'a amené à écrire Guidé en premier de cordée. Mais tout d'abord, ta passion pour la montagne, elle vient d'où? C'est tes parents qui t'ont emmené en montagne? Oui, moi j'ai un parcours. Mais mon père était guide de haute montagne. Il a été prof à l'école ici à l'ENSA, à l'École nationale de ski et alpinisme. Et en fait, avec ma mère, il formait un couple d'alpinistes de haut niveau. Alors peut-être ici des gens plus anciens le savent, mais ils ont fait beaucoup d'explorations. Et ma mère, en 66, a été la femme la plus haute du monde. Elle a gravi le Noshak, qui est une montagne qui est à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, qui est le plus haut sommet d'Afghanistan. Et elle avait 23 ans. Donc en fait, moi je suis arrivé un peu après, et même d'ailleurs dans la légende familiale, il se dit qu'elle était enceinte de moi en gravissant le pilier Gervasouti au moment du Taku. Donc moi j'ai grandi dans une famille qui était totalement dédiée à la montagne. Mes parents partent en expédition partout dans le monde, et aujourd'hui encore ils continuent. Ils sont vivants déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis oui, c'est une passion qui guide totalement leur vie. Et donc nous enfants, on s'est retrouvés embarqués très vite dans plein d'endroits du monde. On a grimpé partout. Voilà, donc en fait, devenir guide, C'est naturel. non, c'était pas forcément naturel justement. Au début, je pensais pas que c'était une bonne idée parce que effectivement, c'est un métier qui est enfin, dans l'exercice de la profession de guide de mon père, en tout cas, dans les années 70-80, il y a quand même beaucoup de gens qui disparaissaient. Moi, j'avais une vision assez dure de la montagne, en fait. Je trouvais que c'était un environnement extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que tu as été dans le secours après. voilà, moi, j'avais un sentiment. J'ai fait du scoutisme aussi. J'avais peut-être une envie d'être un boy scout, quoi. Franchement, j'avais cette envie d'être un boy scout. J'ai fait du scoutisme et le fait de servir à travers la mission du PGHM. Donc, on a Guy qui est là, Sébastien qui sont là. On était très très heureux. Moi, j'étais très heureux de faire ce métier qui est pour moi le plus beau métier du monde. Alors justement, pourquoi s'engager dans l'armée? Parce que tu avais déjà cette idée d'aller en PGHM après Oui, très clairement. Ouais, moi, le choix du lycée militaire, la classe préparatoire, puis après le Saint-Cyr, la sortie de Saint-Cyr, c'était évident qu'il fallait que je prenne la gendarmerie pour être dans un PGHM. Donc oui, c'était une volonté assez forte. Et du coup, cette expérience, elle va être assez fondatrice parce que si tu peux un peu nous parler justement, c'est quoi d'être un patron de PGHM? Parce qu'on vit des moments très forts et très durs. Donc, ça a créé cette première envie de manager, ces premières expériences? Ben, moi, je me suis retrouvé dans la vallée de Chamonix. Vous connaissez l'histoire de la vallée. Donc, moi, je suis arrivé au PGHM en 98. Ma première expérience professionnelle sérieuse, il y a eu deux histoires principalement cet hiver-là, enfin même trois, on va dire. Il y a eu l'accident de JP de Wassou, qui a été une première expérience dure pour la vallée, parce que c'était une figure de guide extraordinaire. Et ça a été très traumatique pour tout le monde. Donc moi, je suis rentré je venais un peu de l'extérieur quand même. Voilà, donc tu rentres dans la vallée, tu as cet événement-là qui a un marqueur très fort. Quelques jours après, il y a eu ces deux Anglais qui avaient disparu au sommet des droites, où il y a eu un cours assez engagé de PGHM. Et quelques jours après, il y a l'Avalanche de Mont-Roc, qui a été aussi une expérience très particulière, moi en tant que chef des opérations. Donc finalement, ouais, je suis rentré de plein fouet sans être trop formé en fait. Moi, j'étais très peu formé. On a l'impression qu'on sort de Saint-Cyr, qu'on est formé à manager. On a un peu des apprentissages, mais quand même, on est des gamins. Et on sort, moi, je suis arrivé gamin au PGHM, et c'est vraiment la force du collectif qui a permis de passer cet hiver-là, alors même que le PGHM était en souffrance, parce qu'il avait lui-même perdu une personne qui était oui, une figure dont le PGHM était en souffrance. On a vécu une année très difficile. Donc, sur le plan de l'apprentissage du management, entre guillemets, moi, ça a été assez brutal. Et puis après, des rencontres, des rencontres, une aventure humaine. J'aimerais qu'on cite Olivier Renard, que tu as rencontré et avec qui, justement, tu as
tu as commencé à avoir des idées de projets sur le Alors, management? ça a été un long chemin. Enfin, donc là, on parle du PGHM, le début. Après, il y a eu le CNISAC, donc l'école de formation qui forme les gendarmes de haute montagne. J'ai eu la responsabilité de tous les PGHM aussi pendant plusieurs années. Et il y a eu pas mal de figures. Il y a Olivier, mais il y en a eu plein d'autres. C'est une puissance d'un collectif qui est d'abord fondée sur une fraternité qui est précieuse. En fait, moi, j'ai vécu des relations extrêmement fortes. Et ça, je trouve que ça traverse la vie, en fait. Donc ça, c'est un cadeau. Et avec Olivier, effectivement, d'autres aussi. Quand moi, j'ai quitté la gendarmerie, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Enfin, on l'avait déjà imaginé avant. Mais de se dire, est-ce que les entreprises, les organisations peuvent bénéficier finalement de cette expérience-là? Est-ce que quelqu'un qui dirige une entreprise, qui est manager dans une organisation, il peut se nourrir de l'expérience à la fois des guides, parce que les guides ont des choses à dire aussi, et des secouristes. Donc ça, c'est un peu le fondement de la démarche de ce livre. Et puis une vraie volonté de transmettre, parce que c'est important pour toi la transmission. Oui, parce que je pense qu'il y a des choses qui restent dans la tradition orale, en fait. Les guides fonctionnent beaucoup sur des échanges, de la formation, etc. Mais de temps en temps, de fixer par l'écrit les idées, c'est ce qui m'avait d'abord encouragé à écrire ce premier bouquin chez Guérin, là, donc, qui est sorti là tout à l'heure, que quelqu'un avait, qui est là, voilà, in extremis, parce que je voyais bien qu'il y avait encore vivant au sein du PGHM des gens qui avaient été quasiment à l'origine du PGHM et qu'ils allaient disparaître. Il fallait les écouter et essayer d'accoucher dans ce livre de leurs témoignages et de raconter l'histoire. Donc ça, c'est ce premier livre. Il y en a eu un autre sur le secours un peu plus large. Et là, c'était vraiment sur la synthèse plutôt des enseignements pédagogiques de fond. C'est-à-dire en quoi guider en premier de cordée, exercer une mission de sauvetage peut aider à mieux diriger dans une organisation. Donc ça, c'est vraiment ce travail-là. Oui, et puis avec aussi ton expérience en entreprise qui va venir renforcer… qui est courte. Voilà, mais qui va venir quand même renforcer l'idée que sur un manager peut aussi être éclairé par une expérience vécue en montagne. Alors, il y a la petite expérience comme directeur commercial de Petzl, ça, c'était une petite expérience. Mais il y a aussi, dans le travail d'incubation, quand on a lancé le projet Mountain Pass, moi, je me suis entouré de gens qui savaient comment travailler dans une entreprise. Il y a eu Karine, il y a Laurence maintenant, il y a toute une équipe qui se constitue autour. C'est comment on construit cette passerelle. Parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Ouais. On peut dire que guider en premier de cordée, c'est pareil que manager ses équipes dans une entreprise, dans une organisation. Oui, mais avec un certain nombre de limites. Et il faut être capable de faire cette passerelle. Donc, s'il y a des gens d'un côté et de l'autre qui se parlent et qui s'entendent pour comprendre quels sont les essentiels, on peut arriver à en tirer des enseignements. Et justement, sur l'idée, voilà, ce livre est assez différent des deux premiers parce qu'on est vraiment sur l'idée du management, mais ton constat, justement, sur les méthodes de management appliquées aujourd'hui dans les entreprises, mais pas que, dans les organisations en règle générale, c'est quoi? Alors, on peut imaginer, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans les écoles de management, les business schools, j'avais fait une formation complémentaire dans une business school à un moment donné quand j'ai quitté la gendarmerie. En fait, c'est des sujets qui ne sont pas adressés. La question du leadership, il n'y a pas de formation très élaborée là-dessus. On parle de beaucoup de choses, mais en fait, il y a beaucoup de mal à adresser cette question de comment être un dirigeant, un manager, un responsable d'équipe de qualité. Et en fait, fort de ce constat, voyant aussi que on adresse de plus en plus un monde complexe. Regardez ce qui se passe depuis déjà 2 ans et demi, 3 ans, ce qui se passe en Ukraine. On est dans un univers qui est extrêmement complexe et on n'a pas toujours des leaders qui sont en capacité d'adresser cette complexité. Est-ce que, c'est une hypothèse, est-ce que ce que font les guides depuis 2 siècles pour s'adapter à cette complexité, ce que font les secouristes depuis moins longtemps, parce que le PGHM a été créé en 58, est-ce qu'il y a dedans des idées à prendre? Et ça, c'était le pari de départ. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a quelques-unes. Et justement, allons sur la symbolique de la montagne, la cordée, le choix du sommet. C'est des sujets que tu abordes. Concrètement, si tu nous donnes des exemples précis en montagne, qu'est-ce que ça peut apporter à un chef d'entreprise, un manager, de se mettre en situation? Alors, tout le fondement de ce qu'on pense sur le plan de l'apprentissage, quelqu'un qui apprend devant un PowerPoint, qui apprend assis dans une salle, déjà d'être assis, on n'apprend rien. Fondamentalement, on est très statique. Et ça a été étudié sur le plan de l'apprentissage. Assis, on reçoit à peine 10% de ce qu'on nous transmet. Quand je suis assis, là, je vous parle, mais vous allez garder 10% de ce que je raconte. Donc, c'est tragique. Et ça, c'est ce que font les écoles partout dans le monde
depuis des décennies. On est très assis à écouter un professeur qui est très vertical. Alors que si on fait cordée avec le professeur et on chemine vers la montagne, en fait, il va se passer plein de trucs. Donc, le fondement de l'apprentissage qu'on préconise, c'est de dire on fait d'abord, on agit, on débriefe le bénéfice de l'expérience et ensuite on commence à ajouter de l'éclairage avec des expertises. Et c'est un peu ce que j'ai fait dans le livre. Je commence toujours par une histoire de montagne qui a un ancrage, parce que cette histoire, elle nous dit des choses. Et comme on est capable d'extraire l'idée qui est de cette histoire, on peut commencer à bâtir un modèle qui peut aider les gens à mieux diriger, mieux exercer leur responsabilité. Par exemple, si je prends un exemple précis sur le choix du sommet, ça veut dire quoi? Moi, j'ai trop mis de trucs philo, peut-être, etc. là-dessus, mais en fait, une organisation qui n'a pas la capacité à se choisir le bon sommet, déjà, elle est sûre de louper le truc. Donc, c'est une question qui est vraiment fondamentale. On le vit en tant que guide. Les gens sont obsédés par le Mont Blanc, veulent tous aller au Mont Blanc, etc., etc. Il faut déconstruire les mythes et les croyances pour arriver à reconstruire des désirs de sommet qui sont pertinents. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est hyper important. Et pour ça, il faut quand même remettre en perspective ce que c'est que de choisir, se choisir un sommet. Alors, c'est valable dans nos vies perso. Quel est le sommet qu'on se choisit dans nos vies, hein? C'est pas une question facile. Et de la même manière, en entreprise, on laisse pas toujours du temps. Souvent, c'est les comités de direction qui fixent des sommets, qui les imposent au forceps à l'ensemble des équipes. Ça marche pas. Enfin, on peut pas embarquer un collectif si ça part du haut. Voilà. Donc ça, c'est des réflexions qui sont la première partie. Finalement, on peut partir vers l'Everest, on peut partir vers le Mont Blanc, on peut partir vers des sommets plus modestes, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir pris le temps de se choisir le bon sommet en tant que structure, organisation. Et c'est pas des choses qui sont toujours faites de manière pertinente. Pertinente ou consciente. Et il y a 5 ans, tu as créé Mountain Pass. Donc, tu emmènes des entreprises toutes les semaines, justement, en montagne. Toutes les semaines, pas toujours, mais bon. Là, 3 fois par semaine. Pas loin. En ce moment, c'est 3 fois par semaine. Qu'est-ce que tu constates de ces groupes que tu emmènes qui sont complètement hors de leur milieu voilà. Et qu'est-ce que tu vois c'est quoi leur retour, en fait? Alors moi, je trouve que c'est inespéré le bénéfice d'une ascension, en fait. On a l'impression que c'est un truc bateau. Ici, on a dans la vallée de Chamonix, tout le monde gravit des montagnes tout le temps. La valeur de l'expérience de la montagne, on la dévalorise profondément. Alors que quelqu'un qui vient en béotien, qui vient découvrir la montagne, c'est un truc de dingue. Barbara est là, elle le fait pour des jeunes, des publics en difficulté, en passant par la montagne. Nous, on le fait plutôt avec des gens dans l'entreprise, mais c'est pareil, c'est la même histoire. On raconte la même histoire. Alors, quel est le bénéfice pour eux? C'est déjà de s'encorder, de se sentir un peu vulnérable dans cet environnement-là. Ça fait qu'on est à hauteur d'homme, on se parle vrai. Dans l'entreprise, on a du mal à se dire les choses, à se parler vrai. Donc déjà, d'avoir un rapport de vérité dans la relation, c'est quand même un premier cadeau qui est hyper précieux. Est-ce que ça révèle un peu les gens, les natures? Mais c'est un truc... Alors, en tant que guide, on le sait un peu. Quand on commence une histoire avec une cordée, on sait très vite ce qui va se passer. Et là, c'est pareil, on le fait avec des groupes un peu plus larges, mais il y a des guides qui sont avec nous, chacun fait cordée avec une partie du groupe, donc on recrée des relations de cordée. Et en quelques minutes, les gens disent leur fragilité, mesurent à quel point, ou ceux qui croyaient être forts sont moins forts, ou pensent qu'ils sont encore plus forts. Voilà, mais nous, on sait que c'est pas forcément toujours le cas. Donc ça, c'est le premier bénéfice, c'est la mise à nu et le bénéfice de la compréhension de soi. Est-ce que je me vois mieux dans une interaction avec les autres? Ça, c'est très précieux. Et l'autre bénéfice peut-être fondamental pour moi, c'est que la mise en risque remet en perspective tous les sujets, en fait. Parce qu'on se resitue bien. En fait, la montagne, elle nous remet à notre juste place, tout simplement. On n'est pas trop haut, on n'est pas trop bas, on est juste au bon endroit. Et par contre, il faut le savourer, le prendre et puis en faire quelque chose derrière. On a l'obligation de faire quelque chose de cette expérience-là. Donc ça, c'est la deuxième étape. Si on ne vit que l'expérience pour ce qu'elle est, c'est pour ça d'ailleurs que les montagnards adorent écrire, ils adorent avoir une troisième mi-temps où on vit l'expérience et puis après on la raconte. C'est important. C'est pareil pour des gens qui vont en montagne, c'est vivre l'expérience et se dire en quoi cette expérience, elle me nourrit, elle m'indique aussi des chemins de progrès parce que je suis quand même loin d'être parfait. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant sur ce genre d'expérience. Et ça, c'est intéressant parce que effectivement, quand on met les gens en condition, donc on leur fait vivre cette expérience, on voit naturellement apparaître des leaders. Donc, c'est ça la fabrique de leader ou est-ce qu'on peut devenir un leader? Est-ce que ça s'apprend?
Ma conviction, mais ça, je me tourne un peu vers les équipes aussi de la gendarmerie, on les fabrique, les leaders du secours en montagne. C'est-à-dire que c'est pas du tout des métiers où les gens, naturellement, en sortant du biberon... Il n'y a pas un profil. Non, il n'y a pas de profil. On sait, d'ailleurs, on a été très surpris toujours. On recrute des gens, on les passe à travers la matrice de formation et on est toujours surpris de ceux qu'on pensait être là et qui sont là. Attendait. Exactement. Et donc, moi, je pense effectivement qu'on peut fabriquer des leaders, vraiment qu'il n'y a pas de talent initial. Enfin, on pense qu'il y a des leaders charismatiques. Alors peut-être que Poutine en est un, peut-être qu'Hitler en est un d'une certaine manière, mais dans les formes les plus terribles. Les autres leaders qui émergent, c'est souvent des constructions d'apprentissage, de dynamique, etc., qui font qu'à un moment donné, on a beaucoup appris de sa propre pratique, on est réflexif dans la manière de se regarder, on progresse, on s'améliore et on peut exercer la solidité. Moi, je crois vraiment profondément à ça. Et c'est vraiment ce qu'on fait depuis des années dans ces unités de secours. On essaie de faire émerger des chefs d'opération pertinents, crédibles, capables de prendre des décisions de manière efficace, alors qu'au début, ils savent très peu de la montagne, ils ont beaucoup à apprendre. Et oui, je suis très, très convaincu qu'on a un chemin énorme de progrès. D'ailleurs, tu parlais du secours, il y a un volet gestion de crise aussi. En quoi ce que tu as appris et ce que tu as vécu dans le secours en montagne est transposable dans le milieu d'une entreprise? Ouais. Alors ça, c'est un truc qui m'a été apporté par des personnes extérieures à l'institut en gendarmerie. Je parle de la partie secours crise. Il y a des gens qui sont venus observer le PGHM et qui ont regardé la réaction en cas de crise importante et qui ont essayé de voir comment cette organisation-là avait mis en place en interne des petites stratégies d'adaptation. Et ça, je pense, c'est un des points importants de ce livre, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a des règles essentielles à respecter, notamment dans le cas de la crise. Si tu respectes un certain nombre de choses, tu es sûr de réussir à peu près à traverser la crise le mieux possible. C'est jamais parfait, mais en tout cas, tu traverses la crise de la meilleure manière. Et ça s'appelle des modèles mentaux. Il y a toute une théorisation managériale sur les modèles mentaux, c'est qu'on essaie de sortir du modèle process et qu'on décline un projet en mode process. Ça, c'est ce qu'on fait en tant qu'ingénieur dans une organisation. Le modèle mental, c'est autre chose, c'est on crée un cadre de réflexion qui est structuré, mais à l'intérieur duquel on est libre de s'adapter. Et le modèle mental, en fait, notamment sur la crise, vous pouvez voir dans le livre, il est clairement explicité. Moi, je le partage depuis 10 ans en formation. Il fonctionne très bien. Il permet, avec 6 étapes, en fait, extrêmement simples, de s'adapter à tout type de crise. Une crise sanitaire, une cyberattaque, une crise naturelle comme sociale ou comme les avalanches de Maroc. En fait, ce modèle-là, il est universel. Et donc, en fait, d'avoir des gens qui le connaissent et qui sont en position de l'organisation de le mettre en œuvre, ça fait qu'ils rentrent dans la crise avec sérénité. Parce que quand tu as des repères, c'est vachement plus simple que d'avoir aucun repère et de rentrer dans un événement sans se dire, là, étape 1, je vais devoir faire ça. Étape 2, quels sont les principes qui sous-tendent cette gestion. Donc, ça, c'est un des chapitres sur l'adaptation à l'incertitude. Et c'est quand même un sujet d'hyperactualité. Parce que donner quelques clés à des organisations, à des individus pour mieux s'adapter à l'incertitude, c'est quand même... Alors, je ne l'ai pas mis en avant, on aurait pu tout à fait faire un bouquin sur s'adapter à l'incertitude ou décider dans l'incertitude, il y a plein de livres autour de ça. J'ai plutôt ancré dans le récit montagne, mais le livrable, il est quand même vraiment sur le parallèle. L'agilité, s'adapter, c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui aux leaders et aux chefs d'entreprise. Et justement, dans ce livre, tu donnes beaucoup la parole. Je pense qu'il y a un collectif qui émerge. Un collectif à des experts. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Alors, l'idée aussi de ce livre, c'est que on part de l'expérience de la montagne et on se rend compte que quand on est face à de la complexité, on est incapable de prendre les bonnes décisions si on est seul. Et ça a été là aussi les contributions sur les neurosciences ces dernières années. Elles disent très clairement que plus c'est complexe, plus la solitude du manager, du dirigeant, elle est critique. Parce qu'il va toujours, et on voit bien si on décrypte la crise Covid, vous verrez qu'il y a plein d'enseignements. Donc le livre, il donne la parole à plusieurs regards sur la gestion du risque, sur l'agilité, etc. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on compose un patchwork de compréhension avec des regards totalement différents qui nous permettent d'éclairer quand même la manière dont on va demain devoir décider avec des sensibilités qui sont complètement différentes. Et c'est étonnant quand même, parce que sur le même sujet, il va y avoir des biais, des ancrages, des regards qui sont pas les mêmes, même si on parle de guide ou de secouriste. Et donc, qui intervient dans ton livre? Alors, dans les contributions, il y a Laurence qui est là, qui contribue sur les sujets de la transformation.
Il y a Éric Decamp qui est pas là, qui est en raid à ski, hein, que vous devez connaître aussi, hein, qui est guide, qui est polytechnicien, qui a pas mal écrit sur pas mal de sujets, qui parle de un sujet qui est pour moi hyper intéressant, c'est l'écologie de la prise de risque. C'est comment on doit comprendre que le risque est un système en fait, et que l'écologie de la prise de risque pour lui, c'est comment je chemine dans toute cette forêt de risques potentiels, qui sont beaucoup de risques humains en fait, hein, sur la manière dont on prend des décisions avec des biais, des croyances, etc. Et en fait, il offre lui une lecture. Vous verrez son texte, hein, je vous encourage à lire. Il faut s'accrocher un peu, hein. Mais c'est un texte qui est hyper intéressant. Donc ça, c'est une contribution. Il y a Karine qui a été en co-création sur le projet Mountain Pass, donc qui a été dans la finance, qui a été dirigeant d'une boîte dans l'énergie, qui parle de quelque chose qui est important parce que c'est un peu la filiation de ce livre. Il y a un autre livre qui nous a beaucoup nourri, qui est un livre qui est écrit par Christopher Maxwell, qui est un chercheur américain qui était prof à Wharton, dans une université, qui a écrit un livre qui s'appelle Lead Like a Guide. Et en fait, lui, il est arrivé là-dedans en étant sociologue, prof de leadership, capable de décrypter les organisations. Et en fait, il a fait émerger, lui, les 6 qualités fondamentales du bon guide. Donc c'est intéressant parce que les guides ne le savent pas eux-mêmes. Je l'ai montré hier, ce truc. Mais on n'arrive pas toujours à modéliser nos propres qualités. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des chercheurs qui viennent nous ausculter. Et c'est super intéressant. Donc là, dans ce chapitre-là, il y a Karine et Chris Maxwell qui, tous les deux, donnent les décryptages de ce que c'est qu'un bon guide, alors qu'ils ne sont pas guides, ni l'un ni l'autre. Et je trouve ça très intéressant de laisser la parole sur ce que c'est qu'un bon guide à des non-guides, parce qu'on a toujours une difficulté, nous, à se regarder dans la glace avec lucidité. Ça, c'est le biais traditionnel du guide, hein. On a du mal à être lucide avec nous-mêmes. Et moi, le premier, hein, évidemment. Alors, tout ce que tu nous dis dans ce livre, tu l'appliques tous les jours non, sur Mountain Pass, par un peu. Moi, non, personnellement, non. Moi, je donne des conseils aux autres et je ne l'applique pas pour moi-même. Avec une équipe qui est là, d'ailleurs. Ouais. Et en gros, comment on va au-delà de ça? C'est quoi la prochaine étape? Oula. Alors déjà, ça, c'est quand même un petit boulot. Ouais. Mais la suite, on te connaît. C'est une synthèse de pas mal d'idées. Là, ce qui se passe, c'est que ça, on le met en œuvre depuis 5 ans. On a peut-être fait 100 entreprises déjà, qu'on a accompagnées, des comités de direction, des managers, des grandes écoles. On accueille depuis 2 ans maintenant les 400 élèves qui rentrent à HEC. Ils viennent ici en début de formation avec nous. Donc, on essaie déjà de le diffuser, de faire que dans l'expérience réelle. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais faire, par exemple, à un groupe comme HEC? C'est déjà partir avec des guides, accompagnateurs, marcher, arriver à Chamonix et non pas à Juilly-en-Josas sur le campus, arriver juste ici, se faire déposer par papa et maman avec le sac à dos et de devoir dire au revoir à ses parents. C'est ton expérience du scoutisme qui parle. C'est ça. Et donc, tu pars avec ton sac à dos et tu pars sur les chemins de la vallée, tu prends le bus, tu galères, tu portes ton sac à dos. Voilà. Et tu quittes tes parents et ensuite tu vas sur un glacier, tu vas faire de l'escalade, etc. Et on t'amène quand même quelques réflexions complémentaires. Donc ça, c'est une super expérience qui est pilotée par Étienne, ici présent. Et donc c'est vraiment, ça c'est un cadeau que nous fait HEC d'avoir 400 élèves et de pouvoir jouer avec eux et les questionner et les mettre en question à travers cette expérience-là. On adore mettre les gens dans la beauté de la haute montagne. On va souvent, notre petit flambeau préféré, donc on va souvent gravir le petit flambeau parce que c'est déjà l'expérience de la haute montagne. Et chaque expérience, en fait, on l'a vu encore ces derniers jours, elle est profonde. Quand on écoute les gens en débriefing, on se rend compte, mais oui, il y en a des choses à dire, en fait, hein, en termes d'attitude, de posture, etc. Donc c'est très, très, très riche. Et alors là, j'ai pas répondu à ta question. Tu réponds pas, mais tu vas pas y échapper. Justement, la prise de décision dans l'incertitude, les crises qu'on vient de connaître, j'imagine que tu es déjà sur la réflexion d'après sur tu vois dans mes pensées. Ouais, je pense. Sur comment on gère cet environnement incertain. Et est-ce qu'il y a des modèles mentaux? Tu as parlé de modèles mentaux sur la gestion de crise, mais est-ce qu'il y aura des modèles mentaux aussi sur le leadership vraiment qu'on va pouvoir appliquer? Est-ce que tu peux imaginer une clé à donner pour les leaders de demain Déjà là-dedans, j'en donne quelques-unes sur qu'est-ce que c'est qu'un bon guide et qu'est-ce que c'est qu'un bon manager. Donc c'est quand même hyper clair. Donc là, ça donne des axes de travail. Sur la gestion de crise, c'est très clair aussi. On donne des clés qui sont très pratiques. Sur l'incertitude, qui est quand même un grand sujet aujourd'hui,
Il y a des pistes. Je pense que il y a peut-être encore du travail, mais il y a une dimension qui est extrêmement forte. Je pense que vous avez peut-être identifié des productions de livres, notamment l'année dernière. Donc, il y avait dans la pensée autour de la manière de gérer l'incertitude, il y avait un grand penseur qui a eu un prix Nobel économique qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a écrit Système 1, Système 2, qui décrit comment la pensée prend des décisions, etc. Il y a un sociologue français qui a écrit Les décisions absurdes, donc Morel, Christian Morel, qui a écrit 3 bouquins là-dessus. Donc en fait, il y a eu plein de travaux sur comment on décide mal finalement et pourquoi on décide mal. Et il y a une autre grande contribution de l'été dernier qui est l'impact du bruit sur la dégradation de la qualité de la prise de décision. Le bruit, c'est les réseaux sociaux, sur le fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur les sujets, et c'est un mal systémique, c'est un mal qui concerne tout le monde. Donc on voit bien qu'il y a plein de contributions à l'idée qu'on a du mal à rentrer en incertitude. Et donc, est-ce que ça sera une prochaine réflexion? Je ne sais pas. Il y a quelque chose que tu dis souvent, c'est gérer l'incertitude comme la normalité. Et ça, c'est la gestion de demain. Ça serait le top, ça. Ça serait de dire, est-ce que j'arrive à définir les qualités fondamentales pour rentrer en incertitude en mode zen? Et sur quoi j'adosse ces attitudes, ces aptitudes? Alors, est-ce que c'est de la philo? C'est d'aller faire un peu de bouddhisme et d'aller chercher dans la philosophie des réponses? On ne parle pas. Voilà. Est-ce que c'est travailler mieux en équipe? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je fais pas mal de conférences sur ça. C'est sur quoi je m'appuie pour devenir zen quand c'est compliqué et incertain. C'est un gros sujet. Hein. Et ça s'apprend. En tout cas, les guides secouristes le vivent tous les jours. Enfin, on est toujours au milieu des crevasses, avec le mauvais temps potentiellement, et des clients qui ne sont pas en grande forme, etc. Donc l'incertitude, on la vit souvent. Est-ce qu'elle est une normalité? Je ne pense pas, parce qu'on est toujours en attention et en hypervigilance. Mais en tout cas, c'est un sujet, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux s'il y avait un truc à retenir de ton livre, tu as envie que ce soit quoi? Que ce soit se poser les bonnes questions, que ça crée un questionnement? Oui, je pense que c'est d'abord, il y a quelques options de solutions, on va dire, mais il y a beaucoup de questions. Moi, j'avais mis le titre aussi, alors Xavier nous a quittés, donc je peux en parler librement. Il y avait Xavier Roseran qui est député de la CIRCO, qui était là tout à l'heure. Mais effectivement, quand j'ai fait mon intro, au début, j'ai fait une intro un peu plus lourdingue en visant l'expression premier de cordée qui avait été utilisée politiquement, en disant que c'était là, on essayait de la comprendre un peu mieux. De la comprendre un peu mieux. Bon, j'ai un peu allégé la lourdeur. C'est peut-être une maladresse de là. Moi, j'aimais bien la lourdeur, mais bref, je l'ai enlevé sur le conseil de l'éditeur aussi. Et voilà, mais c'est aussi c'est une expression qui est ancienne, hein, qui a été bâtie par Frison Roche. Donc, il y a toute une histoire autour de premier de cordée. C'était un clin d'œil, à la fois vers le monde politique et puis aussi sur le fait d'essayer de comprendre un peu mieux. Et je pense qu'on peut encore travailler dessus. Hein. Il y a encore comme disait François Molins, il y a être premier de cordée, mais il y a être second de cordée aussi. Alors voilà, oui, il y a Adrien qui a un superbe t-shirt là, parce qu'effectivement, je suis montré un peu. Non mais vas-y, montre-toi, tout le monde le voit. Parce qu'effectivement, il ne faut pas l'oublier celui-là. Voilà, donc j'ai hésité à mettre un t-shirt. Voilà. Merci. Mais alors, je voulais le mettre tout à l'heure, ils m'ont fait le t-shirt et ils m'ont dit non, il ne faut quand même pas casser le mythe. Voilà, donc on va garder l'idée du premier de cordée. Mais oui, il y a le dernier de cordée et puis voilà, c'est l'attention aux autres, la solidarité, tout un tas de valeurs que la montagne doit continuer d'incarner. Voilà, c'est pas simple. Ouais, quand il y a du business à faire, du tourisme, etc., on peut perdre un peu le sens de la solidarité. Voilà. Bon, donc, en tout cas, à lire, hein, c'est pas une tchatch, hein, c'est un livre d'abord. Hein. Ouais. Donc, si vous voulez le lire, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Je vous ai fatigué. Non? Une petite question, allez. Martin, oui. Mais chez toi. Non, mais c'est sur c'est vrai que grosse partie de travail et que finalement c'est peut-être contre naturel où l'être humain a besoin de certitude, parce que simplifier les prises de décision avec des automatismes, comme se laver les dents, et qu'en fait on cherche à simplifier les choses, parfois on n'y arrive pas tout le temps, mais voilà,
dans cette incertitude permanente, c'est fatigant. C'est épuisant. C'est apprendre à vivre avec ça. Non, je pense qu'il y a une vraie fatigue, même des guides. Hein. Si on repart de la métaphore du guide, au fil des années, c'est dur hein, de rester en tension dans l'exercice du métier en permanence. Le PGHM, c'est pareil. Il y a aussi de la fatigue. Au fil des années, c'est dur d'être en tension permanente. Aujourd'hui, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, les peuples européens sont en tension depuis pas mal de temps. Comment on arrive à rester dans cette tension-là et c'est toutes ces petites routines, le lavage de dents, en fait, tous ces petits ancrages qui nous réassurent, en fait, sont des points hyper importants. C'est pour ça que je parle beaucoup de modèles mentaux, parce que le modèle mental, c'est une manière de faire descendre la pression, de revenir dans un petit, non pas protocole, mais un espace où on pose une règle, une manière de briefer quand on part en opération, une manière pour un guide d'essayer de structurer sa prise de décision, je dis bien d'essayer de structurer sa prise de décision avant de s'engager dans une pente, et d'avoir un peu des petits repères, ça fait qu'on rentre dans ces incertitudes avec plus de sérénité. En tout cas, aller en montagne apaise aussi. À la fois, il y a cette tension et oui. La montagne, elle crée d'énormes tensions par rapport aux dangers, aux risques, et elle crée à la fois un relâchement et un émerveillement on vit ces deux choses-là en permanence. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant de voir que ça peut aussi nous nourrir dans la vie au quotidien. Mais c'est quand même un bouquin où j'ai essayé d'utiliser les histoires de montagne comme ancrage. C'est-à-dire j'ai essayé de nourrir la partie plus technique managériale d'histoires particulières, un peu connues. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la montagne, vous n'avez rien à avoir à découvrir, mais c'est juste pour en tirer des leçons. D'ailleurs, je vous invite à découvrir notre podcast qu'on a fait là depuis un an quasiment, où on raconte des histoires de sauvetage. C'est 10-12 minutes, hein, c'est Learn from Altitude, c'est avec Radio Globule, ici la radio bénévole de Cham. C'est des petits podcasts, on doit être à 6 ou 7, on raconte chaque fois une histoire de sauvetage et une leçon qu'on pourrait tirer de ce sauvetage. Donc c'est un peu la même démarche. Un peu la même démarche, ouais. Tout à fait. Merci pour la remarque. Bien. Petite question. Oui. Est-ce que, de manière assez concrète, lorsque tu travailles avec pour des entreprises, dans la constitution de la cordée, est-ce qu'il y a un système un peu de profilage qui permet derrière d'assurer un collectif justement qui va... Est-ce que tu as des critères comme ça, dire ben lui on le prend, on ne le prend pas ou... Alors, il y a deux niveaux de questions en fait. C'est est-ce qu'on les sélectionne ou est-ce qu'on leur dit que la montagne c'est compliqué avant de venir? Est-ce qu'on sélectionnerait des profils pour participer à l'activité? Non. On vérifie qu'ils sont à peu près en bonne santé, avec pas un triple pontage et des fois on a eu ça, on a eu des surprises. Donc déjà il y a le socle minimum, mais après on est très inclusif et au contraire on essaie de distribuer de manière aléatoire la cordée pour qu'il y ait surtout pas des niveaux, les bons avec un guide qui irait plus vite, etc. Au contraire, qu'on crée la réalité, c'est-à-dire que la cordée soit vraiment à l'image de ce que pourrait être un comité de direction ou une équipe de managers, c'est-à-dire composé de gens forts, moins forts, talentueux, et puis des fois on est très surpris. Tu as des gens qui peuvent être en situation physique moins performante et qui vont être hyper pertinents dans la prise de décision, l'analyse des risques, etc. Donc non, au contraire, c'est ces interactions-là qui nous intéressent. On crée la matière de l'interaction, et à partir de là, on essaie d'en faire quelque chose. Une autre question. Nicolas. Est-ce que la tension n'aide pas un premier cordée à emmener un niveau plus haut, plus vite, à progresser plus vite en fait, par opposition à l'absence de tension? Et en fait, je pense à la corde. Si elle est tendue. Mais la corde tendue, c'est la base du métier de guide. C'est vraiment là où tout le talent du guide se... Est-ce qu'il ne faut pas en permanence? Alors le mot en permanence, je pense qu'il ne faut pas que ce soit en permanence. Je pense que la tension de la corde, tu la portes au moment crucial, au crux, au moment où il faut porter l'attention du collectif. Il y a des moments où tu peux un peu plus détendre la corde. Il y a des moments où il ne faut même pas la mettre, la corde. Il faut que chacun puisse batifoler, marcher dans une marge d'approche, etc., trouver son rythme, pas que ça soit trop militaire, parce que la cordée impose le rythme, fait qu'on est tous au même pas. Et donc, en fait, c'est vraiment la gestion de la corde
qui est pour moi et le parallèle, alors il est hyper immédiat avec les postures de leadership en fait. La posture de sortie du refuge, du soutien, la posture où tu vas fixer des objectifs, où tu vas être dans une interaction un peu plus contractuelle, et puis après tendre la corde pour essayer finalement de faire les derniers pas vers le sommet, peut-être tu vas un peu voir soulager le sac du compagnon de cordée. Donc en fait la corde c'est vraiment une super métaphore de toutes les attitudes en fait, mais elle est pas en permanence. La tension, si tu mets la tension en permanence sur les équipes, les gens ils explosent en vol en fait, hein. Ils peuvent pas tu peux pas maintenir une tension permanente, il faut qu'il y ait des relâchements, c'est toute cette subtilité-là que le guide maîtrise souvent très bien, hein, qui est capable de sentir à quel moment il faut mettre un peu de tension. Et c'est pour réassurer, c'est sur une arête de neige très, très, très acérée, tu sais très bien qu'il faut mettre de la tension pour rassurer, il faut que les gens sentent que tu es là. C'est fondamental, tu fais deux choses, tu tends et tu parles. Tu dis, regarde tes pieds, mets ton pied là, applique-toi. Et c'est le ministère de la parole. C'est par la parole que tu transmets la confiance. Et l'attention de la corde. C'est les deux choses qui sont vraiment, qu'on vit comme guide tout le temps, en fait, hein. Mais si tu parles tout le temps, tu te saoules. Si tu tends la corde tout le temps, tu saoules aussi. Donc, tu épuises. Donc, il faut trouver le bon réglage. On a une question en ligne. Dans un contexte où les crises sont permanentes, comment ne pas s'épuiser? Quelle est la principale qualité que le leader doit mettre en œuvre? C'est une super question, mais ça renvoie un peu à celle qu'on vient d'avoir. C'est que si tu es en tension permanente et que sur le plan managérial, si on parle de ça, on met toujours de la tension, effectivement, les gens vont s'épuiser. Donc, comment on crée des espaces de relâchement? Comment on crée de l'informel? Je pense souvent au PGHM, il y a beaucoup de choses qui se passent au café. C'est des temps de respiration, on n'est pas à la DZ, prêt à partir à décoller avec l'hélicoptère, on est dans un temps, un entre-deux. Mais créer des entre-deux, c'est hyper important pour l'équipe. Voilà, si on est toujours à produire, les gens. Voilà. Et ensuite, là, je m'adresse plus aux dirigeants ou à des gens qui sont en responsabilité. Il faut aussi apprendre à se déconnecter de la tension du travail, de l'idée qu'on est très utile tout le temps, et de se tailler, quoi, et de s'offrir des temps de respiration où on disparaît et on est en recul sur l'activité, on laisse les équipes prendre place et puis ça libère beaucoup de choses. Donc c'est se gérer sa propre énergie, je pense que c'est hyper important d'être attentif à ce qu'on est reposé, est-ce qu'on est capable de produire encore des choses pertinentes ou on est déjà soi-même en tension, parce que le dirigeant en tension, il amène beaucoup, beaucoup de tension dans les organisations. Donc, se reposer, s'offrir des temps de respiration, partir en montagne. Et puis, pour être plus dans l'action, tu dis souvent la place du chef n'est pas dans l'arbre. C'est ça. Donc, pas toujours recul, dans l'opérationnel. Être en recul, le pas de côté, être capable de prendre ses respirations, c'est hyper important. Voilà. Bon, c'est pas mal déjà. Merci en tout cas merci beaucoup d'être là. Et puis, s'il y a d'autres questions, on peut discuter de manière un peu plus. Là, on va couper le truc. Et puis, merci à ceux qui étaient en ligne. Merci donc Jean-Pierre, Marie, Émilie. Puis merci à Martin et puis les équipes du plan B, Faucine, tout le groupe La Mont Blanc Collection pour votre accueil. C'est sympa de nous accueillir là.